On va juste faire un petit rappel. Donc, comme vous savez, donc, Vfleet a été, le nom Vfleet a été créé en 1er janvier 2024 pour regrouper 6 entités qui étaient celles que vous connaissiez sûrement, OMR, Dactyl, Medis, CRN, CTV et Spascom, pour créer 4 sociétés liées à 4 métiers qui sont liés à l'infogérance, les télécoms, la gestion et la sûreté. Pour cela, donc, on a créé donc 4 entités donc, qui regroupent la partie système et réseau et cloud qui s'appelle OM Infogérance, la partie télécom et téléphonie dans Vfleet Télécom, l'environnement gestion, tout ce qui est Sage, EPP sur le nom entité Vfleet Gestion et la sûreté qui est un pôle important du groupe. On a créé en parallèle un métier transversal qui est la cybersécurité, où chaque, en fin de compte, métier a besoin, je dirais, d'avoir un niveau de sécurité optimal. Nous avons donc une approche régionale, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre-France, où nous avons donc 13 agences pour accueillir tous les différents projets dans nos agences, où chaque agence est composée de commerciaux et de techniciens. Et donc le but de cette présentation est en fin de compte de une évolution d'une informatique locale vers une informatique cloud, quelles sont les étapes clés pour réussir? Voilà, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous allons voir voilà, dans les grandes lignes comment aborder le sujet d'une migration vers le cloud au sens large, avec voilà, les différentes étapes clés, ainsi qu'un focus sur les solutions de sauvegarde et les moyens de se connecter au cloud. Nous terminerons par des échanges, questions-réponses, s'il y en avait, et puis une rapide voilà, conclusion. Alors, pourquoi migrer dans le cloud? Donc, on a en fin de compte 4 points qui sont importants. Donc, d'abord, c'est la partie identification des charges de travail à migrer. Est-ce que tous vos outils, vos données, vos systèmes sont-ils adaptés au cloud? On s'aperçoit que par expérience, il y a certaines applications qui n'ont pas été conçues pour travailler dans l'environnement cloud. Et donc, on a des freins qui sont encore existants. Définir aussi l'objectif économique. Est-ce que c'est pour améliorer la performance? Est-ce que c'est pour augmenter la sécurité? Ou bien une phase transitoire? Évaluons des contraintes. Euh, le fait de passer dans le cloud peut avoir des contraintes budgétaires, des contraintes de réglementation, de compétences internes et aussi de délais de mise en œuvre et de dépendance. Et sans oublier, nous, le point important qui est l'éligibilité télécom. On en parlera de façon plus détaillée par la suite. Les avantages de la migration vers le cloud, on en a à peu près quelques points qu'on a indiqués sur le document. La flexibilité, c'est de pouvoir adapter facilement vos ressources en fonction de vos besoins. L'évolutivité, faire face aux pics d'activité sans investir dans de nouveaux équipements. On s'aperçoit que dans le cas actuel d'une entreprise qui a besoin d'augmenter pour 6 mois sa capacité informatique, c'est facile de rajouter quelques users, ou à l'inverse, malheureusement, une entreprise qui connaît des difficultés peut réduire facilement, je dirais, son fonctionnement. La réduction des coûts, paye uniquement pour des ressources utilisées. L'agilité, déployer de nouvelles applications plus rapidement. Euh, vous avez par exemple une entreprise qui rachète une entité extérieure, c'est facile de gérer, l'inclure dans un projet cloud parce qu'il suffit de juste prévoir un lien, des licences et l'entreprise est rapidement intégrée dans le nouvel environnement. Et sans oublier, en fin de compte,
la collaboration. C'est facile aussi le travail de collaboratif entre vos équipes. Ceux qui sont sur différentes antennes, une mairie qui a plusieurs antennes, une communauté de communes qui a plusieurs sites, on peut comme ça travailler sur un seul environnement, tous ensemble, avec tous les mêmes outils et les mêmes mises à jour. Et il y a aussi la responsabilité où il faut s'appuyer sur un prestataire de confiance. Pour aller vers le cloud, c'est partir effectivement d'un point de départ pour lequel il va falloir mener voilà, une évaluation de l'existant, de son infrastructure actuelle. Euh, pour ça et avant, il faut définir des objectifs pour effectuer cette migration. Quels sont vraiment les moteurs, les leviers qui amènent à avoir cette réflexion et d'aller jusqu'à cette démarche de migration dans le cloud. Rapidement, énuméré ici, euh, comme objectif, on peut avoir l'amélioration des performances ou de la disponibilité. Chose qu'on pourrait aussi avoir en local, mais qui pourrait nécessiter des investissements plus ou moins importants. Euh, il peut y avoir une maîtrise des coûts, effectivement, par rapport à une recherche de disponibilité, de sécurité, etc. Et tous ces éléments-là, tous ces objectifs-là, sont des leviers, des moteurs importants qui cadrent cette évaluation et cet objectif d'aller vers le cloud. Bon, dans la partie également audit de l'infrastructure existante, il faut être en maîtrise de son existant. C'est assez risqué d'aller s'ouvrir, d'aller vers le cloud en n'ayant pas une bonne connaissance de son existant. Pour ça, il faut procéder à un inventaire assez précis des applications, des données. On va évidemment lister les logiciels, les bases de données, les fichiers, et surtout évaluer quelles sont les dépendances, les interactions qu'il y a entre les différents systèmes. Aller vers le cloud, c'est potentiellement un petit peu déstructurer l'infrastructure informatique parce qu'on va avoir un bout à droite, un bout à gauche. Et ce qui paraissait simple en local peut devenir un peu plus compliqué. Dans les faits, ça ne l'est pas réellement. Il faut juste correctement anticiper et identifier ces dépendances. Ensuite, on a un autre aspect à auditer, ce sont les performances. On doit mesurer les temps de réponse, quelles sont les ressources qui vont être consommées lorsqu'on va aller dans le cloud. Donc, ces éléments-là, ça fait partie de la phase préparatoire, mais qui est vraiment importante. Ensuite, on a différents modèles de cloud. On verra plus en détail tout à l'heure. Ce petit schéma à droite illustre donc, dans la pyramide un petit peu les différentes couches. On va retrouver dans ces acronymes la notion de IaaS, de PaaS et de SaaS. La pyramide en haut, on a vraiment tout ce qui va être applicatif. Et plus on va descendre, on va arriver plus proche du matériel. Donc on verra plus en détail tout à l'heure. Et ensuite, on a différents opérateurs de cloud, qui soient publics, privés, qui peuvent être aussi dédiés ou mutualisés. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans, je dirais, le chat qui est ouvert, hein, comme ça, qui permettra de pouvoir avoir donc une relation interactive avec vous. Donc, dans les différents modèles de cloud, on retrouve voilà, les grands acteurs publics, le cloud public, tels que Microsoft, Google, Amazon, OVH pour l'acteur français. Donc, ces opérateurs de cloud offrent des solutions voilà, clés en main qui souvent sont rapides à mettre en œuvre
elles correspondent à des niveaux de charge de travail qui sont souvent variables. Et voilà, le cadre d'usage, c'est pour tout type d'application, qu'elle soit non critique à très critique. Par exemple, quand on parle de Microsoft comme fournisseur tiers, on va penser aux deux grands produits qui sont Azure pour l'hébergement de machines virtuelles et par exemple Office 365 pour de la messagerie. Donc tout ça fait que ce sont des clouds dits publics. Ensuite, nous avons les clouds privés, comme vFleet par exemple, fait partie de cette catégorie de cloud privé, où on offre une infrastructure qui se veut être dédiée à nos clients, ce qui nous permet de proposer des offres vraiment sur mesure, adaptées à l'usage et dans un relationnel voilà, plus proche de la taille de nos clients. Ça nous permet de monter sur des niveaux d'exigence relativement élevés en matière de sécurité et de contrôle, parce qu'on est capable d'aller faire du sur-mesure. On va retrouver un terme qui revient de plus en plus, c'est la notion de cloud hybride, qui est une combinaison en fait d'interaction entre un cloud privé, un cloud public, et ou une infrastructure en local. On pourrait décider de garder euh, toutes les applications non critiques sur son infrastructure locale, par exemple, et de sortir dans un cloud privé les applications qui seraient vraiment très critiques. Ce schéma-là, voilà, est un schéma de cloud dit hybride. Pour déterminer vers quel cloud aller, voilà, il faut déterminer des critères de choix, tels que la sécurité, les budgets, des besoins vraiment spécifiques à votre système d'information. Ce qu'on oublie souvent de regarder, en tout cas pas en première instance, on s'y intéresse une fois que les choses ont été, on va dire, actées, ce sont les notions plus réglementaires. Selon son métier, ses activités, on peut être contraint à des réglementations. Ça peut être dans le domaine de la santé. Ça peut être dans un cadre où la souveraineté est nécessaire, ou d'application du RGPD également. Il faut aussi s'intéresser aux conditions de sortie. Aller vers le cloud, ça ne veut pas dire qu'on va y rester pendant 5 ans, pendant 10 ans. On a un besoin, le cloud répond, on y va. Il faut aussi penser à la sortie. Là, il peut y avoir des grandes disparités entre les acteurs. Les responsabilités également de chacun. On y verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais aller vers le cloud, ça peut être se décharger d'un certain nombre de responsabilités. Oui, mais il faut les identifier. Pour pouvoir avoir une bonne stratégie, une bonne migration, il faut qu'on ait une stratégie de migration qui se fait à peu près en 4 points importants. La première point, c'est définir quelle stratégie de migration. Est-ce qu'on fait une migration partielle, complète, par phase ou hybride? On s'aperçoit chez nos clients, quand on fait une migration, la première phase a été la messagerie. Après, on a pu mettre le logiciel métier. Après, on met donc l'environnement intra, c'est-à-dire l'Active Directory qu'on n'a plus en local. C'est dans le but de dire, ben, on n'a plus besoin d'avoir de serveur en local, donc on va faire une migration complète et on a plusieurs éléments qu'il faut donc prévoir. Donc, deuxième phase, c'est faire un calendrier et des jalons. On s'aperçoit que si on a plusieurs phases, il faut avoir aussi plusieurs étapes. Et dans chaque étape, on a un début et une fin avec à chaque fois une validation précise pour qu'au moins, quand on passe à l'étape suivante, on a bien validé
tous les process que l'on verra tout à l'heure, les gérer aussi bien en termes d'humains que en termes de fonctionnement. Prévoir les ressources nécessaires, c'est important parce que, heu, on a besoin de conseils, de compétences. Donc soit, conseils et compétences, en interne, qui peut arriver où il y a un service informatique, développé et qui vont être force de conseil, de proposition, ou soit s'appuyer sur des sociétés comme Fleet qui vont en fin de compte apporter son expertise et sa compétence pour, migrer, les clients, vers ce type de solution. Et bien entendu, il faut mettre les moyens humains, techniques et financiers. C'est pas anodin. Un projet de cloud, surtout pour les collectivités locales, on passe d'un budget d'investissement à un budget de fonctionnement. Donc, c'est pas les mêmes grilles, c'est pas les mêmes budgets. Donc derrière, il faut aussi l'anticiper. Et sans oublier que la mise en place d'un plan de communication. Heu, il est clair que, ce changement, va impliquer, heu, que tout aussi bien la direction que les salariés doivent en fin de compte, être au courant des évolutions. Donc il faut informer l'utilisateur et les équipes internes des changements et bien entendu assurer pardon, une conduite de changement pour que toutes les étapes soient bien, prévues. Donc, aller vers le cloud, évidemment, ça se prépare. On l'a indiqué précédemment. Mais comment se préparer? Il faut procéder à un environnement, à la mise en place d'un environnement de test, de maquettage. Soit ça permet de tester la solution d'un point de vue technique ou de sa mise en œuvre. Ça peut être aussi pour tester les liaisons qu'il va y avoir entre par exemple, les bases de données et les données. Voilà, il peut y avoir comme ça, différents sujets qui nécessitent d'être testés. Donc, ce maquettage est vraiment important parce que ça va permettre d'identifier d'éventuels freins. Il vaut mieux y faire face et les identifier durant cet environnement de test, bien sûr, que de s'y confronter lorsqu'on bascule en production. Pour ça, pour cet environnement, il y a des ressources hein, qui sont à configurer. Donc, on a identifié ce dont on avait besoin en termes de ressources, que ce soit du stockage, euh, l'accès à un réseau, que ce soit un réseau VPN sécurisé pour se connecter au cloud, ou toute autre forme de réseau sécurisé. Et il y a également des services. Si on va sur une solution de type messagerie en ligne chez Microsoft, voilà, il va y avoir un certain nombre de services à paramétrer. Aller vers le cloud, c'est s'exposer à des nouveaux risques qui n'existaient pas lorsqu'on était en local, parce que en local, on n'est pas exposé de la même manière. Sur un réseau qui est privé, avec un pare-feu en tête de ligne pour sécuriser les accès. Sauf que lorsqu'on va dans le cloud, ces accès se retrouvent potentiellement directement exposés sur Internet. Donc, il faudra bien penser à travailler sur ce sujet de la sécurité, de mettre en place différents types de mesures de chiffrement, euh, et de double authentification, enfin d'authentification à double facteur, pardon. Aujourd'hui, ça rentre de plus en plus dans les usages. À titre personnel, voilà, on va les utiliser lorsqu'on veut accéder à sa banque en ligne, par exemple. On doit mettre un code avec son téléphone ou qu'on a reçu par mail. Il y a également la notion de pare-feu avec des services de sécurité, de filtrage, d'analyse du trafic qui doivent être, en tout cas, qui peuvent être mises en œuvre. Focus plus précis tout à l'heure sur la notion de sauvegarde.
et éventuellement de reprise d'activité si on en a besoin. Habituellement, ce qu'on rencontre, c'est les cas de figure, les objectifs de haute disponibilité. Aller vers le cloud, c'est accéder à des services qui pourraient être coûteux à mettre en place en local. Et donc, ces notions de reprise d'activité peuvent être importantes et il faut les identifier aussi en amont. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. La gestion des risques est également à identifier. Euh, Aller vers le cloud, c'est, comme je disais, s'exposer à des nouveaux risques et on peut créer une forte dépendance. La première dépendance que l'on va trouver et qu'on identifie, c'est bien sûr les liens télécoms. Si on perd son lien télécom pour différentes raisons, ça peut être le coup de tractopelle ou autre, ou un problème électrique, ben, on se coupe de l'accès au cloud. Voilà. Donc ça, c'est à identifier et à travailler. Alors, une petite question cognitive pour la sauvegarde. C'est un sujet que nous allons aborder dans les slides suivants. Alors, double support, une question. Oui, alors évidemment, pour rapport à la sauvegarde, il y a différents types de cloud. Si on est par exemple sur une solution de messagerie en ligne ou d'exploitation de la suite Office 365, on va y retrouver ses mails, ses données par exemple. Bah, il n'y a pas de notion de sauvegarde, donc il faut le prévoir. Euh, les bonnes règles d'usage, c'est de ne pas mettre ces données de sauvegarde là où se trouvent vos données de production. Voilà. Donc, si vous êtes dans un environnement chez Microsoft, ben, il faudra plutôt sortir les sauvegardes de l'écosystème Microsoft. Et effectivement, il faut doubler les supports avec les fameuses règles de l'ANSI 3, 2, 1, 1, 0. On en parlera On tout en à parlera l'heure, tout à l'heure. tout à fait, de façon plus détaillée. Donc, grosse étape qu'est la préparation, hein, pour migrer vers le cloud. Il y a plein de questions à se poser et pour lesquelles il faut apporter des réponses. Dans cette phase de préparation, il faut bien sûr identifier et qualifier quels sont les impacts pour les utilisateurs. Et in fine, les produits que l'on va euh, aller mettre dans le cloud, derrière, il y a forcément des utilisateurs, ils sont en première ligne. Donc, il faudra prévoir des formations pour s'adapter au nouvel environnement ou à la nouvelle version. Si on ne le fait pas, attention, il peut y avoir un rejet de la solution parce que l'outil n'est pas facile à en prendre en main ou parce que on se sent un petit peu esseulé, les utilisateurs ont découvert au dernier moment, ils n'ont pas été embarqués dans le projet, et ça peut aller même jusqu'à une baisse de la productivité. Un autre élément important, c'est l'évaluation des interruptions de service. Aller vers le cloud va amener vraisemblablement à interrompre temporairement les services. Donc les services, ça va être le fonctionnement des logiciels ou du système d'information. Donc ça, faut le préparer en amont, pardon, et identifier ça. L'objectif, hein, c'est de minimiser les perturbations et d'identifier les risques. La partie évaluation audit, on en a parlé tout à l'heure. Une migration peut être également accompagnée d'évolution de produits ou d'évolution de mise à jour. Donc, faut également l'identifier. Déterminer les responsabilités de chacun. Euh, Ça peut être tentant et parfois une source de facilité de se dire, voilà, moi j'ai pris un hébergeur cloud, quel qu'il soit, j'ai mis mes données chez lui, prof, c'est dire que je ne suis plus responsable de rien. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, malheureusement, et identifiez bien en amont
les missions et les responsabilités de chacun. Est-ce qu'il est possible également de revenir en arrière? À quel moment de la migration je peux encore faire un retour en arrière s'il y avait quelque chose qui venait perturber la migration? Il arrive à un moment donné où le retour en arrière n'est plus possible. Donc ça, il faut l'identifier et il faut le positionner dans sa gestion de projet. Aller vers le cloud, ça peut être relativement simple ou plus ou moins complexe, hein, ça dépend de ce que l'on souhaite faire. Il y a des outils qui existent, soit c'est des outils qui peuvent être gratuits, qui sont fournis par la plateforme de destination, là où on va aller. Il peut y avoir aussi des outils spécialisés, qui sont des outils payants, qui peuvent être un bon investissement, parce que ça nous permet de gagner du temps dans la migration, d'avoir une certaine fiabilité dans le transport de la donnée, par exemple, et d'éviter des interruptions nombreuses. Donc ça va dépendre de votre projet. Si on est, par exemple, sur un projet de migration de 2 ou 3 machines virtuelles de serveurs que vous avez chez vous pour les mettre dans notre data center, ben, on va pouvoir, par exemple, utiliser une solution qui va venir copier en tâche de fond vos VM pour les mettre chez nous, par exemple. Donc là, il y a des outils qu'on va utiliser qui vont être pratiques pour faire ça. Ou si vous voulez migrer vos données vers vos données bureautiques vers Microsoft SharePoint, et ben, il y a aussi des outils. Par exemple, Microsoft permet de migrer ces données à travers un outil qui met à disposition gratuitement. Pardon. Ensuite, une fois qu'on a fait cette migration, ça ne s'arrête pas là. Il faut tester la conformité post-migration. Est-ce que les objectifs sont atteints une fois que la migration est réalisée sur différents critères qu'on a déterminés un peu plus tôt dans le projet. Donc, par exemple, c'est la notion de performance. Si mon objectif était d'aller chercher de la performance dans le cloud, est-ce que la performance est bien au rendez-vous? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur le calibrage? Est-ce que le prestataire a mis les moyens qu'il fallait? Il peut y avoir toutes sortes d'explications. Donc, tout ça dans l'objectif de comparer de manière factuelle la situation dans laquelle on est versus les objectifs initiaux. Et tant que les objectifs initiaux ne sont pas atteints, la migration, elle n'est pas terminée. Le point suivant, qui est un point important, on en avait un peu déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'adoption des salariés au projet. C'est pour ça qu'on a des défis qui sont anticipés. C'est assurer donc une bonne transition douceur, c'est-à-dire que avoir une bonne politique de conduite du changement, c'est d'impliquer les salariés dans cette évolution. Euh, on a d'un côté un CODIR, on a d'un côté donc, responsable de service qui déjà travaille sur ce projet, mais il ne faut pas oublier, je dirais, les utilisateurs qui seront, en fin de compte, qui vont utiliser au quotidien ces outils. Donc, il faut former les utilisateurs aux nouveaux outils et les processus métiers, que ce soit donc, si c'est un environnement de messagerie collaborative, que ce soit un nouveau logiciel métier, parce qu'on s'aperçoit, comme disait tout à l'heure Benoît, que c'est aussi le fait d'évoluer vers le cloud peut aussi générer un nouveau projet. On change de RP, donc tout ça nécessite en fin de compte une bonne coordination en amont. Et il y a aussi un changement culturel. La migration vers le cloud nécessite souvent une adaptation des habitudes et parfois aussi des mentalités. C'est pour ça que nous restons quand même sur une démarche humaine, donc derrière, mais le fait de faire ces changements qui ne sont pas anodins peut générer des problèmes auprès de certains collaborateurs.
Le second point important, c'est le support post-migration. Donc, c'est de mettre en place des moyens pour aider l'utilisateur à s'adapter aux nouvelles solutions. Alors, soit en interne, ce que vous avez pu former des référents, un ou des référents qui vont être le relais en interne pour soulager les petits problèmes du quotidien de certains utilisateurs, ou bien assuré par son infogérant, comme nous on fait donc, chez nos clients où on a un suivi, je dirais, d'auprès de nos équipes qui ont en fin de compte formé et mis en place toutes ces solutions. Il faut qu'il y ait aussi des rayons de suivi des acquis pour voir ben, s'il y a des décalages, permettre en fin de compte de pouvoir en fin de compte faire des formations complémentaires. Là, ce matin, j'ai eu un mail d'un client à qui on a migré donc, début d'année, qui souhaitait une petite formation sur certains éléments spécifiques pour pouvoir en fin de compte faire une formation complémentaire pour pour une quinzaine de personnes. Donc, c'est quelque chose que l'on voit qui est de plus en plus fréquent. Ce sont des formations sur des périodes plus longues où on va permettre de répondre en fin de compte à des craintes que l'on peut avoir sur tel ou tel environnement. Et il y a aussi ce qu'on appelle les formations en ligne. Donc, le solution e-learning se donc, développe beaucoup pour permettre à chacun de faire des petits compléments de formation de façon autonome. Et donc, le learning est une solution que l'on préconise fortement. Il ne faut pas oublier aussi bah, de faire un bilan annuel avec la direction. Bon, direction, comité de pilotage, CODIR, bon, ça dépend dans quel environnement vous êtes. Et pour bien faire un point entre ce qui a été prévu, ce qui a été fait, et puis aussi prévoir aussi les étapes suivantes. On s'aperçoit qu'un projet de cloud, c'est un projet sur 3, 4, 5 ans avec différentes étapes. Et puis, donc, à chaque fois, on valide ces étapes et on avance pour pouvoir, en fin de compte, continuer à rajouter des nouveaux métiers, des nouveaux services, par exemple. Effectivement, cette notion un petit peu de constat au fil de l'eau, on va dire sous forme un peu de plan d'amélioration continue. Euh, Aller vers le cloud, c'est pas juste un acte, voilà, je l'ai fait et ça s'arrête là. Euh, il faut mettre en place des outils de surveillance, surveillance des performances, surveillance des services, surveillance, par exemple, bah, des outils de sauvegarde si on a fait le choix de prendre ce type de service. Donc, sans rentrer hein, dans des données métriques très compliquées, voilà, je pense qu'il faut simplement avoir un regard voilà, objectif, critique sur le service que l'on a souscrit, tout simplement pour s'assurer que tout au long du contrat, du partenariat qui a été signé, bah, que les, le service qui est fourni réponde un minimum au cahier des charges et bien évidemment à votre activité, à vos métiers et à vos besoins. Il peut y avoir une certaine forme d'appréhension lorsque l'on va, par exemple, vers le cloud. Souvent, bah, on est sur une facturation qui va être sous forme d'abonnement, hein, comme tu l'expliquais, Mm. Vincent. Euh, Finalement, il y a une notion malgré tout d'optimisation des coûts. Et pour ça, il faut analyser ses besoins et identifier ben, les services qu'on a souscrits. Et est-ce que les deux sont toujours en phase? Euh, on peut avoir une baisse du nombre d'utilisateurs. Dans ce cas-là, il faut penser aussi à faire ajuster son contrat de service, euh, dans la mesure où c'est possible. En tout cas, il faut se poser cette question-là. Également, il y a un autre élément qui est à prendre en compte, c'est la facturation du service de cloud, d'hébergement, qui peut être fixe ou variable.
Tout à l'heure, j'identifiais les notions de cloud privé et de cloud public. Habituellement, les clouds privés, comme nous, on va être sur une facturation des machines virtuelles, on va être sur du fixe. C'est-à-dire que on vous met à disposition tant de machines virtuelles, tant de processeurs, de RAM, des outils de sécurité, etc. Et tout ça, ça donne un coût qui est fixe. Peu importe que vous utilisez l'infrastructure 1 heure, 2 heures, 8 heures ou 24 heures dans la journée. Les clouds publics offrent ou proposent un autre alternative, mais qui est plutôt leur modèle business préféré, qui est celui de facturer en variable à la consommation. Donc c'est vrai que sur le papier, ça peut être très intéressant. Attention, parce que quand on est dans ce mode-là, il faut vraiment mettre en place un système d'orchestration et j'allais dire de couper les services, de couper les machines virtuelles lorsqu'on ne les utilise pas. Sinon, on arrive à des factures qui peuvent être très importantes. Donc, aller vers ce mode de facturation aux variables, ça demande quand même un niveau de maturité assez important. Euh, mais à la clé, il peut y avoir des économies d'échelle, mais ça nécessite comme d'investir du temps et avoir des moyens. Ensuite, il faut adapter ces contrats de service, en fonction de l'environnement que l'on a choisi. Qui va réaliser ce que l'on appelle le MCO, donc l'infogérance ou le maintien en condition opérationnelle. Il peut être complètement déchargé si on est dans une infrastructure en mode SaaS. Si vous vous rappelez, pardon, la pyramide tout à l'heure, la partie SaaS, donc c'est la partie applicatif, as a software, genre un éditeur, voilà, comme Microsoft 365 avec sa messagerie en ligne, c'est du mode SaaS. Après, il y a plein d'applications métiers qui proposent ces services-là. Donc là, c'est eux qui réalisent le maintien en condition opérationnelle par rapport à leur application. Si vous faites le choix d'un hébergement en cloud privé, par exemple chez Leaflet, nous pouvons réaliser pour vous l'infogérance de vos machines virtuelles au même titre. On peut le faire sur vos machines virtuelles, sur vos serveurs, en local. Si vous avez une équipe d'informaticiens dans votre structure, ça peut être elle qui réalise ce maintien en condition opérationnelle. Nous, on va se charger de toute la partie couche physique, tous les serveurs, les routeurs, les équipements de sécurité, etc. Et c'est vous qui pourrez réaliser ça sur la partie Windows System ou Linux. Donc pensez bien à adapter voilà, les contrats, cette nouvelle infrastructure, et ça évite des zones d'ombre et ça rentre dans cette logique de qui est responsable de quoi. Le fameux point sur les sauvegardes, vous disiez qu'on allait aborder le sujet de manière plus précise. Avant tout, on l'a écrit là en rouge pour bien marquer les esprits, un hébergeur n'est responsable, on va dire, de pas grand-chose s'il n'y a pas de souscription. Dit autrement, voilà, vos données sont de votre responsabilité. L'hébergeur ne va pas faire de sauvegarde si vous ne le demandez pas d'en faire. Et c'est à vous d'assurer la protection des données au travers d'une souscription, bien évidemment. Mais voilà, prenez l'exemple, si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un incendie sur un data center d'OVH dans le nord de la France. Il y a des clients d'OVH qui n'avaient pas mis en place de service de sauvegarde. Les data centers ont brûlé, les données ont brûlé. Les clients OVH ont perdu des données, purement et simplement. Voilà. Cet exemple, malheureux exemple, illustre le fait voilà, qu'un hébergeur
ne va pas être responsable si vous ne prenez pas les services. Ensuite, les stratégies de sauvegarde. Est-ce que l'hébergeur propose un service ou pas? Est-ce que je souhaite prendre un service avec l'hébergeur ou est-ce que je prends un opérateur tiers pour le faire? C'est des choix qui peuvent être aussi faits. Est-ce que je dois sortir les données de l'hébergement de cloud qui a été retenu? Est-ce qu'on veut prendre des services d'immuabilité qui permettent de verrouiller, on va dire, les sauvegardes pour améliorer sa résilience face aux cyberattaques et au cryptage? Est-ce qu'on veut répartir ces données sur plusieurs data centers, voilà, en France, et puis après on peut imaginer une dimension géographiquement plus importante en Europe ou ailleurs dans le monde. Attention, dès lors qu'on sort de la France, ben, on n'est plus sur une notion de cloud souverain. Donc, si on a des contraintes réglementaires, attention à ça. Et si on sort de l'Europe, on n'est plus sur le coup de la RGPD et de la protection des données. Donc, il faut également faire attention à ça. Les, les sauvegardes sont bien évidemment importantes en cas de perte de données, en cas de malveillance. On peut avoir un collaborateur, par exemple, qu'on a licencié ou qui quitte la structure un peu fâché et pourrait supprimer des données, par exemple. Donc, il faut assurer un certain nombre de protections face à des risques. Et c'est pour ça que ces notions de sauvegarde sont vraiment hyper importantes, au même titre que les sauvegardes que l'on a sur son infrastructure en local. Voilà. Aller vers le cloud, c'est ne pas s'affranchir de cette partie-là. Ensuite, si on est dans le cadre, par exemple, d'un hébergement de machines virtuelles dans le cloud, est-ce que l'on souhaite mettre en place un plan de reprise d'activité? Donc, c'est des choses qui peuvent être également mises en place. Philippe le propose, d'assurer voilà, un plan de reprise d'activité sur d'autres data centers. Si d'aventure il y avait un problème sur le data center de production ou sur vos machines virtuelles. Le problème peut être intrinsèque à votre plateforme. Donc tout ça rentre dans une logique d'identification des risques. Donc, on avait fait un webinaire avant l'été spécifiquement sur les risques IT. Donc voilà, il y a une certaine forme, il y a une trame à suivre, plein de questions à se poser et des priorités à déterminer. Et en fonction des risques contre lesquels on veut se protéger, bah, on va répondre avec la sauvegarde, avec du PRA, puis avec un certain nombre de moyens. Donc très très important cette notion de sauvegarde, c'est de la responsabilité du client final, du souscripteur de la solution. L'avant-dernier point est la connexion au cloud. C'est un élément important que malheureusement certains clients peuvent un peu négliger parce que plus on va être dans une solution de cloud, plus on va être dépendant euh, du lien que l'on va avoir. Et c'est pour ça que la fourniture, la connexion est primordiale pour avoir un bon fonctionnement, je dirais, des utilisateurs vers le cloud. Donc, en premier lieu, il faut analyser déjà l'existant. Vous êtes dans une zone, est-ce que vous êtes dans une zone où les éléments fibres, FTTB, FTTH sont faisables? Est-ce que vous avez je dirais, vous avez aussi des bons débits, parce que bon, on s'aperçoit que malheureusement, en France, on n'est pas tous égaux encore face à la mise en place de la fibre. Donc, derrière, il y a un existant à analyser. Si vous avez euh, une connexion Internet
qui n'est pas satisfaisante, il faut surtout pas aller dans un premier temps sur une solution de cloud, parce que ça sera un échec cuisant par la suite. On a, en fin de compte, comme le groupe Fleet est aussi opérateur, donc on a cette expérience depuis au moins une dizaine d'années où, en fin de compte, ben, l'évolution des clients vers le cloud se fait aussi en parallèle aussi de l'évolution de la mise en place de la fibre chez nos clients. Il y a des critères qui sont importants. C'est le nombre d'utilisateurs. S'il y a 2 personnes à se connecter dans le cloud ou s'il y a 100 personnes, on aura besoin de connexions beaucoup plus performantes et être beaucoup plus dépendant. Donc, plus on est dépendant, moins on est tolérant quand il y a une panne. Donc, derrière, il faut qu'en fin de compte, que l'impact financier d'une panne liée à un lien soit rapidement, en fin de compte, où le lien soit rapidement rétabli. On a aussi, en fin de compte, selon le type d'environnement, est-ce que on sait que pour la messagerie, si des câbles de messagerie qui tombent en panne à cause du lien, on a toujours la possibilité d'avoir sur nos téléphones portables la messagerie qui arrive. Donc derrière, on a un risque moins grand. Mais si c'est le seul métier où 70%, 80% des utilisateurs travaillent dessus du matin au soir, ben, ça a un impact important sur l'entreprise. C'est pour ça il faut aussi prévoir aussi un lien où on a une GTR. La GTR qui est la garantie de temps de rétablissement, ce n'est pas, c'est complètement inégal par rapport au type de lien. Un lien FTTB, FTTB veut dire que c'est une fibre dédiée où c'est l'entreprise Orange, SFR, Bouygues via Vfit par exemple va mettre un lien qui va servir que pour l'entreprise et de là on a une GTR de 4 heures où les opérateurs s'engagent en fin de compte à rétablir le lien suite en fin de compte à un défaut dans gérer leurs outils en amont ou un routeur. Une fibre FTTH classique, celle que vous avez souvent pour un usage privé ou pour aller sur Internet, on n'a aucune GTR. C'est-à-dire que vous pouvez être en panne une semaine, 8 jours. C'est comme autrefois les liens ADSL où vous n'aviez pas de garantie de temps de rétablissement. C'est pour ça qu'il faut toujours imaginer une solution de secours. Quand on parle de lien, on a un lien principal, FTTB par exemple, et un lien FTTH en secours. Un lien FTTE qui est aussi une autre possibilité. Et autrement, une solution avec un routeur 4G ou 5G qui peut être aussi une solution de secours qui est quand même intéressante. L'outil qui est en dessous, c'est le pare-feu. C'est lui qui va gérer souvent la notion de redondance. C'est-à-dire qu'en fonction de l'outil, si un lien tombe, l'autre prend le relais de façon automatique. On a les solutions qu'on appelle aussi, je dirais, donc, donc mince, excusez-moi, j'ai oublié le terme. L'autre solution, c'est quand on a plusieurs liens. De faire du SD-WAN, Voilà, justement. la solution SD-WAN, qui peut être une solution, parce que j'ai eu un trou de mémoire. Et donc, le pare-feu a un rôle important. On conseille souvent d'avoir une solution de secours par rapport au pare-feu principal, pour que dans le cas où le pare-feu tombe, on en a une solution de secours rapidement à déployer. Donc voilà, donc nous avons donc fait donc toute la présentation. Nous arrivons au terme de cette présentation et on a en fin de compte, je dirais, une petite conclusion. Et après, en fin de compte, on vous laissera les questions-réponses que vous aurez. Donc, effectivement, la migration voilà, vers le cloud reste un projet qui se veut quand même stratégique pour l'entreprise, la structure. Voilà, faut pas en avoir peur, hein, c'est pas du tout hein, les objectifs de la présentation, bien sûr, mais c'est de mettre plutôt l'accent sur la préparation et qui doit être fait sérieusement et de manière rigoureuse, quoi. Hein, ces étapes clés, c'est suis-je éligible, pour quelles raisons je vais vers le cloud. Il faut identifier déjà les acteurs qui peuvent répondre, qui peuvent vous accompagner.
Est-ce que mes ambitions peuvent être réalisées? Comme tu disais, ben, Mm. si on a une contrainte parce qu'on est vraiment très, très isolé, très esselé géographiquement et qu'on n'a qu'un opérateur télécom, ben, en tout cas, il y a une prise de risque. Après, ben, bien sûr, on peut l'accepter, hein, mais encore une fois, si on l'a identifié en amont, ben voilà, aller vers le cloud, c'est quelque chose qui peut se faire de manière assez simple et puis naturelle. Faut embarquer les collaborateurs, faut embarquer les utilisateurs. Ils font partie intégrante du système d'information et du traitement de la donnée. Et voilà, grâce à ces différents éléments voilà, d'information, on va être voilà, en capacité de tirer vraiment parti voilà, des avantages du cloud. Mais voilà, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des inconvénients. Et ben, ces inconvénients, faut composer avec ou béquiller par d'autres services d'infogérance ou d'accompagnement, etc. La force du groupe Tout VFleet à fait. va pouvoir nous en parler, Vincent. Voilà, c'est de maîtriser tout le feuille du projet. Donc, comme disait en présentation du groupe Vfleet, on a quatre entités qui est à la fois donc la partie infogérance, cloud, la partie télécom, téléphonie, la partie sûreté et la partie gestion. Donc, c'est qu'on peut vraiment être un acteur intéressant pour cette migration parce qu'on va gérer toutes les phases du projet, allant de l'analyse, de l'étude, de la mise en place de l'hébergement, avec soit avec des outils Office 365, soit dans notre data center que nous avons. Deuxièmement, la partie gestion, donc faire évoluer les solutions Sedge dans, je dirais, dans nos solutions d'hébergement, et la partie sécurisation des liens. Comme nous maîtrisons, je dirais, la mise en place de liens, on peut vraiment être fort de position en mélangeant des liens d'Orange, des SFR, des SP locales. Ce qui est notre force, c'est qu'on peut mélanger en fin de compte tous les opérateurs pour avoir la meilleure solution. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous rappelle juste le prochain, qui est le mardi 3 décembre, avec Stéphane Affilé et Audran Cochard, qui est notre consultant Microsoft, sur l'Office 365, les clés de la gestion documentaire. Donc, si vous avez des questions et des réponses, euh, Pour ce qu'on voilà. Non, la réponse est pour nous. Les questions, n'hésitez pas à nous les poser, je dirais, dans je dirais, le chat qui est ouvert. le chat ou à côté du chat, vous avez Mm, une petite rubrique spéciale mm, questions-réponses. mm. N'hésitez pas. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Donc, si vous avez donc des questions, vous pouvez voir après auprès de vos différents commerciaux habituels pour y répondre à des éléments complémentaires. Alors, Merci à tous. voilà, donc pas de questions, merci. Merci. Ok. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Ouais. Merci. Au revoir.